Mesdames, Messieurs, chers amis de Civitas et au-delà de Civitas, j'ai l'honneur et le plaisir, au nom de la région Civitas d'Île-de-France, de vous accueillir pour cette nouvelle conférence de notre cycle de formation. Nous sommes heureux de saluer aujourd'hui notre orateur, M. Bruno Gollnisch, qui, malgré un agenda chargé, nous a fait l'amitié et l'honneur de venir nous faire part de ses connaissances et de son expérience. Sa conférence sur le mondialisme et ses ravages s'inscrit dans une série consacrée à ce sujet, capital pour notre destin, après notamment messieurs Hilard et Piacentini. Personne parmi nous, je pense, n'ignore qui est Bruno Gollnisch, ni quels sont ses engagements. Professeur de droit, j'y reviendrai, il a aussi été vice-président du Front National et député européen de 1989 à 2019. Je voudrais cependant, dans cette brève introduction, souligner quelques points relatifs à sa biographie et à sa personnalité. J'ajoute, parenthèse intéressée, que la revue Civitas qui vient de paraître contient un entretien très intéressant avec Bruno Gollnisch, où il retrace notamment un épisode pénible sur lequel je reviendrai, un cas de persécution qu'il a subi, et je reviendrai là-dessus, bien sûr. Bruno Gollnisch est mon collègue à 3 points de vue. Nous sommes tous deux professeurs de droit, nous sommes tous deux capitaines de frégate de réserve, et nous avons été ou nous sommes avocats. Cependant, il n'y a aucune commune mesure entre sa notoriété et ses nombreuses expériences et la carrière beaucoup plus modeste de votre serviteur. En outre, Bruno Gollnisch est un spécialiste français du Japon et du droit japonais, ce qui en fait une personne tout à fait exceptionnelle. Et nous verrons que cet universitaire de grand talent a été malmené et persécuté par l'appareil de la subversion et ses instruments judiciaires et politico-médiatiques. Si je puis me permettre d'ailleurs une courte digression, je pense qu'au cours des dernières décennies, nous avons vu un des bastions de la liberté française, l'université, faiblir et faillir. Longtemps, l'université a été comme le barreau, une zone de liberté. Mais ce n'est plus vrai. Outre le cas scandaleux des ennuis qui ont été faits à Bruno Gollnisch, auxquels je reviendrai, il y a eu d'autres. Tous d'ailleurs aggravés généralement par la meute médiatique. Par exemple, je pense à un collègue de Brest qui avait tenu quelques propos sur le cas d'émeutes urbaines faites par des étrangers et qui, après cela, a eu un blâme de l'université. Actuellement, un collègue, le professeur Coronel, qui a courageusement voulu empêcher les gauchistes, il était doyen de la faculté de droit, il a voulu, avec un certain nombre d'étudiants, dégager sa faculté, et notre collègue a été exclu de l'université pour plusieurs années, sans traitement. Et les côtés gauchistes, il n'y a absolument rien eu, bien sûr. Eux, ils n'ont pas eu de sanction. Je reviens à Bruno Gollnisch. Et je ferai un petit détour par sa riche généalogie, qui représente d'ailleurs beaucoup la diversité française. Un de ses ancêtres a été un des chefs militaires de la Commune de Paris. Je le dis avec un peu de distance parce que moi j'avais un arrière-grand-père qui était profondément versaillais, hein, donc l'ordre, etc. Mais vous voyez qu'on peut se retrouver aussi. Il est le neveu d'un doyen de la faculté de droit d'Alger, ce qui montre la tradition juridique de la famille. Et je mentionnerai également son frère, Monsieur Gollnisch, actuel directeur de l'œuvre d'Orient, qui porte secours à nos frères persécutés dans les pays conquis par l'islam. Vous voyez, je suis prudent, hein, j'utilise une périphrase, je voudrais vous dire la chose beaucoup plus nettement. Mais je suis prudent. Également, il est descendant d'Émile Flourens, ministre des Affaires étrangères de la Troisième République, qui a joué un rôle important, notamment lors de l'incident Schneebele. Vous savez, c'est un incident de frontière qui a failli nous mettre en guerre avec l'Allemagne en 1887. Et Émile Flourens a permis de résoudre cette question pacifiquement. Il était républicain, mais nationaliste. Et on trouve d'ailleurs dans Wikipédia, je reconnais, j'ai été regarder cette encyclopédie, un passage très intéressant sur une opinion d'Émile Flourens. Et c'est intéressant parce que cela recoupe tout à fait notre conférence d'aujourd'hui. En effet, je lis au sujet de l'ancêtre de M. Gollnisch, il critiqua la Cour d'arbitrage internationale de La Haye et dénonça les prémices de la création de la Société des Nations et de la Cour permanente de justice internationale dans un livre signalant les influences maçonniques pour créer un gouvernement mondial. Vous voyez, en 19e siècle, hein, quand même. Une justice mondiale, une religion globale, un nouvel
ordre mondial, d'où le papisme de la religion catholique serait exclu. Il expliqua que le droit international se devait de rester de nature arbitrale et non judiciaire, sous peine de devenir arbitraire en produisant plus de guerres, tout en conduisant à légaliser la loi du plus fort, remplaçant ainsi le droit par la force, et que ce que précisément il tenait à éviter. Il émit l'hypothèse que les cercles maçonniques désiraient éliminer le droit à l'autodétermination des peuples pour le remplacer par le droit international. Bien, compte tenu de la situation internationale actuelle, on peut trouver tout cela prophétique, et là nous avons vraiment quelque chose sur le mondialisme qui, je crois, est très intéressant. Par ailleurs, j'ai cité Wikipédia, car j'ai recours à cette source pratique. Néanmoins, elle a souvent des lacunes et des œillères. Elle est souvent orientée. Ainsi, au sujet de Bruno Gollnisch, il est qualifié d'extrême droite, alors qu'il dit qu'il est membre de la droite nationale. Mais bien sûr, ce n'est jamais rectifié. Ainsi, y a-t-il une mention bien conformiste pour l'accusé de déclaration, je cite, régulièrement suspecté d'être négationniste, ainsi que de sa, je cite encore, proximité avec les milieux négationnistes. Donc, vous voyez le péché qui est constitué par une suspicion et une proximité. Ainsi, M. Gollnisch est-il suspect? Attention, être suspect, c'est dangereux. Rappelez-vous la Révolution française. Rappelez-vous la Révolution française, ça peut vous mener à la guillotine. Et d'ailleurs, il est proche également, présomption de contagiosité. Hein, la proximité, c'est une sorte de lèpre ou de peste doctrinale. Pour illustrer mon propos, j'en viendrai à l'épisode qui est relaté dans l'entretien accordé à la revue Civitas. En effet, M. Gollnisch raconte comment, à la suite d'un propos on ne peut plus mesurer, il a été victime d'une persécution judiciaire qui a compromis longtemps sa carrière et probablement sa santé. En effet, il a été interrogé par 2 journalistes en 2004 et ils ont voulu l'entraîner à parler des camps de concentration nazis et des chambres à gaz. Avec beaucoup de pondération, M. Gollnisch a répondu que ces questions, je cite, relevaient du débat des historiens. Et il ajoutait avec bon sens, ce que pense tout universitaire digne de ce nom, que le débat historique doit être libre et non contraint par des lois. Je dois dire, ça m'a pas été posé la question, je pense que j'aurais répondu un peu de la même façon et que je serais tombé dans le même piège. Alors, cependant, les censeurs étaient là, ils ont trouvé insupportable d'admettre un débat sur ces sujets, d'alléguer la liberté d'expression. C'est un crime comparable à l'hérésie pour l'Inquisition médiévale. M. Gollnisch, qui était alors député européen, a vu son immunité levée. Il a été ensuite traîné devant un juge d'instruction, qui a d'ailleurs rendu une ordonnance de non-lieu. Malgré cela, il a été cité directement par le procureur et il a été condamné au tribunal correctionnel et en appel, avec d'ailleurs de lourdes condamnations pécuniaires envers les ligues de vertu. Vous savez, ces ligues qui viennent un peu comme le Shylock du marchand de Venise, pardonnez-moi la comparaison, elle est très politiquement incorrecte, mais qui viennent récupérer leurs livres de chair. Donc, lourde condamnation, et bien sûr l'université, qui aurait pu, dans ce cas, adopter une attitude de résistance, ou tout au moins de réserve, a suspendu le professeur scandaleux pour 5 ans avec réduction de traitement. Donc là, M. Gollnisch a pu mesurer l'acharnement haineux de certains collègues et la lâcheté des autres. Cependant, il ne faut pas toujours désespérer de la justice des hommes. En juin 2009, la Cour de cassation a cassé sans renvoi, ce qui est assez rare. Bon, je n'explique pas la technique parce que ce serait un peu long, mais casser sans renvoi, ça veut dire qu'il n'y a plus rien du procès, rien ne subsiste, donc on n'a pas besoin de rejuger. Et donc, casser sans renvoi les condamnations de M. Gollnisch. De ce fait, toutes les condamnations sont tombées, et condamnations pénales, condamnations disciplinaires, et puis les ligues de vertu ont dû rembourser. Ça a dû leur faire mal. Bon, tant mieux, tant mieux. Bon, malgré tout, le trouble dans les conditions d'existence personnelle et financière n'a pas été indemnisé. La pression qui avait été considérable, tout cela a eu certainement des conséquences, des séquelles. Les compensations ont été minimes. L'université a tardé un peu, d'ailleurs, même beaucoup, à réintégrer M. Gollnisch, qui n'a plus enseigné très longtemps. Et j'allais dire que ça, c'est très immoral. D'une certaine façon, nos adversaires ont
ont gagné quelque chose. Ils ont écarté M. Gollnisch pendant plusieurs années des étudiants et des formations qu'il aurait pu dispenser. Et ça ne sera jamais remplacé parce qu'on ne l'a pas remis en service longtemps. Donc c'est très grave. Le crime a payé, on peut dire. C'est ça qui est très grave. C'est pourquoi nous sommes fiers, comme les premiers chrétiens qui faisaient une place particulière à ceux qui avaient subi les persécutions, nous sommes fiers d'accueillir un vétéran de la lutte pour les valeurs nationales et un des piliers de la résistance au nouvel ordre mondial. Et c'est avec joie que je vais laisser la parole à M. Gollnisch pour nous présenter Liberté des nations ou mondialisme. Chers collègues, je vous donne la parole. Merci, cher professeur Bousquot, pour ces propos aimables. Je me suis demandé si vous n'étiez pas comme les anciens Incas qui supprimaient leurs prisonniers de marque en les empoisonnant sous les fleurs. Voilà. Mais vous avez été trop élogieux. D'abord, je ne suis pas professeur de droit. Je dois à la justice de dire que je n'ai été que, ce qui est déjà très honorable, maître de conférence. Et ensuite, je suis devenu professeur des facultés de lettres. Ah, japonais. Oui. Donc j'ai troqué ma toge pourpre pour ma toge dorée. Passant du droit au japonais, je suis resté, somme toute, dans les chinoiseries. Hein, voilà, on peut dire. Voilà. Alors, bravo, mesdames, messieurs, de venir ici, de sacrifier une soirée d'un week-end qui, pour une fois, s'annonce, je crois, agréable, en ce qui concerne au moins le temps, pour venir m'écouter, vous illustrer la devise de notre plus prestigieuse école militaire dans l'armée de terre, parce que, comme M. Bousquot et moi, nous sommes marins, à savoir l'école militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan, dont la devise est, sauf erreur de ma part, « Ils s'instruisent pour vaincre ». Voilà. Je vais donc vous parler du mondialisme contre les nations. Je vais d'abord... je ne suis pas un adepte du plan en 2 parties, ni en 3 parties. Il faut 27 parties s'il y a 27 points à développer. Je vous rassure, il n'y en a que 4 principaux. Donc je dirais d'abord, qu'est-ce que le mondialisme? À quoi s'attaque le mondialisme? Compte tenu de mon expérience européenne, je parlerai de l'Union européenne en tant que vecteur du mondialisme. Et ensuite, que faudrait-il faire sur le plan politique pour inverser en quelque sorte le courant qui nous conduit tout droit au mondialisme. Alors, tout d'abord, si vous le voulez bien, qu'est-ce que le mondialisme? Le mondialisme n'est pas la planétisation, expression de mon collègue et ami Jean-Claude Martinez, professeur de droit, lui aussi. La planétisation, c'est le fait que, c'est vrai, un certain nombre de questions se retrouvent maintenant à l'échelle internationale, alors qu'autrefois, elles auraient pu se dérouler dans une sphère plus limitée. On songe là au célèbre mot du grand écrivain Paul Valéry, « Le temps du monde fini commence ». C'est vrai qu'avant, jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le monde comportait encore beaucoup de territoires inconnus, où l'homme occidental, du moins, n'avait jamais été, qu'il n'avait pas soumis, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas exploré. Bon, et puis, un beau jour, il est arrivé qu'avec le développement des moyens de communication, des connaissances, eh bien, le monde est devenu un espace fini, un espace limité, un espace que nous pouvons tous parcourir en long, en large et en travers, en quelques heures, en prenant l'avion à Roissy ou à Orly. Bon. Le mondialisme, ça n'est pas la reconnaissance du fait qu'un certain nombre de questions se posent aujourd'hui sur le plan de la planète tout entière. Le mondialisme n'est pas non plus le désir légitime de rendre la société mondiale plus harmonieuse. Ça, c'est ce que l'on voudrait faire croire, naturellement. Il est légitime, somme toute, de vouloir rendre la société internationale plus harmonieuse en limitant, par exemple, les conflits ou en augmentant les coopérations
dans l'ONU, quoique critiquable qu'elle soit, il y a un certain nombre de coopérations qui sont tout à fait légitimes. Par exemple, l'Union postale universelle est aujourd'hui une organisation subsidiaire de l'ONU et qui a été créée bien avant elle. Bon, bah, c'est utile, l'Union postale universelle, l'organisation du commerce maritime international, etc. Bon, l'organisation de l'aviation civile internationale et beaucoup d'autres. Bon, ça c'est fort utile. Mais ce n'est pas ça, le mondialisme. Le mondialisme n'est pas l'addition de toutes ces initiatives. Le mondialisme n'est pas non plus l'universalisme. Par exemple, certaines valeurs, telles que celles que prône le catholicisme, terme qui après tout signifie universalisme, la reconnaissance de l'existence de valeurs universelles ou de l'égalité ontologique des êtres humains, fait partie de nos convictions en tant que catholiques, égalité ontologique, métaphysique, fondamentale entre les êtres humains, qui tous, qu'ils soient beaux, qu'ils soient laids, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient stupides, etc., sont des créatures de Dieu et sont à ce titre ont une certaine forme d'égalité. Mais les hiérarchies sociales subsistent dans ces conceptions universalistes qui sont les nôtres, ainsi que les différences ethniques, culturelles, nationales, contrairement au contresens qui, sur ce sujet, pourrait être aussi bien le fait de chrétiens progressistes que de darwinistes sociaux hostiles au christianisme. Le désir d'harmonie entre nations, l'universalisme de certaines valeurs, le mondialisme se fonde un peu tout cela, mais en le déformant. Il vérifie à ce titre la phrase du célèbre écrivain catholique Chesterton: « Le monde moderne est plein d'anciennes idées chrétiennes devenues folles. » Voilà, l'idée d'une harmonie, l'idée de relations paisibles. En réalité, qu'est le mondialisme? Le mondialisme n'est pas tout ce que je viens d'énoncer, il est un projet. C'est un projet de société qui comporte premièrement des aspects idéologiques, qui correspond deuxièmement à des intérêts économiques et qui se propose de mettre en place un pouvoir, et c'est troisièmement donc son aspect politique. Il comporte des aspects idéologiques, premier point. C'est la société de l'indistinction. La négation des différences serait-elle les plus légitimes et les plus naturelles? Différence entre les races. Alors, je sais qu'on ne doit pas prononcer le mot, mais enfin, les Bantous et les Suédois, c'est pas tout à fait pareil. Chacun a ses qualités propres. Bon, sa sensibilité, son passé, son histoire, sa culture, etc. Négation également des cultures, négation des différences entre les religions, qui sont tous appelés à se fondre dans une espèce de magma où l'on rend hommage aux droits de l'homme, qui resterait d'ailleurs à définir en l'occurrence, négation même aujourd'hui des sexes. C'est dont les derniers épigones, c'est la culture woke, etc. Je reviendrai là-dessus. Deuxième point, le mondialisme correspond à des intérêts économiques. C'est l'affirmation des bienfaits indéfinis de la division internationale du travail. Un certain libéralisme, par exemple, contribue à ce mondialisme. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui souhaitent que les libertés économiques soient restaurées, que les échanges entre les nations soient rendus plus faciles, que peut-être même, à certains égards, les droits de douane s'abaissent, les réglementations, etc. Non, il y a une vraie volonté de division du travail, de spécialisation qui pourrait aboutir à ce qu'il y ait, par exemple, des nations comme le Guatemala qui ne fassent plus que de la banane, des nations, je ne sais pas, Taïwan, le Japon qui ne fassent plus que de la haute technologie, etc. Et dans cette perspective, on se demande d'ailleurs ce qui resterait exactement à la France en dehors du tourisme et encore. Bon.
Je disais également, troisième point, qu'il se propose de mettre en place un pouvoir, c'est son aspect politique, pouvoir d'un petit nombre, d'une nouvelle oligarchie. Alors, je n'aurai pas le temps de développer tous ces points, mais par exemple, voilà un des derniers exemplaires d'un hebdomadaire, par ailleurs, certainement beaucoup moins mauvais que les autres, hein, voilà, sur la mafia Soros, par exemple. Bon, il y a un certain nombre de cercles oligarchiques auxquels il ne faut pas attribuer plus de pouvoir qu'ils n'en ont, parce qu'on ne sait pas toujours quel est l'effet, quelle est la cause. Je pense à la société trilatérale, au groupe de Bilderberg, à certains intérêts financiers et autres. Pouvoir donc d'un petit nombre, fonctionnant en réseau, souvent occulte, pas toujours, mais le club de Davos, d'une certaine façon, c'est public, on peut savoir qui en fait partie. Bon. Mais dans d'autres cas, c'est occulte, société secrète, club de décideurs, recrutés par cooptation, oligarchie et même dictature des sachants, de ceux qui disposent des connaissances du fonctionnement du système et également, par voie de conséquence, des manettes. C'est cela le mondialisme. Alors, deuxième point, à quoi s'attaque le mondialisme ? Le mondialisme, et paradoxalement l'un de ses bras armés, nous le verrons tout à l'heure, l'Union européenne, s'attaque à la vraie tradition européenne. La vraie tradition européenne, puisque l'Europe, qu'est-ce que l'Europe ? Ben, sur le plan géographique, l'Europe, c'est pas grand-chose. C'est une petite péninsule à l'extrémité de l'immense continent asiatique. Bon. Mais sur le plan de la civilisation, c'est le plus extraordinaire foyer de culture et de civilisation, extraordinaire par sa profusion, par sa diversité également, que le monde ait jamais porté. Et notamment sur le plan politique, sur le plan historique. Eh bien, c'est l'Europe qui a inventé ce concept que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans aucune autre civilisation, qui est le concept de la liberté et de l'égalité des nations. Modèle unique et sans équivalent ailleurs. Il y a des civilisations brillantes, par exemple la civilisation chinoise. La civilisation chinoise, elle est totalement centrée, d'abord sur la Chine, et puis au centre de la Chine, sur l'empereur. Et donc, nous savons qui est l'empereur aujourd'hui, mais finalement, il n'a fait que reprendre cette tradition. L'empereur qui est le fils du ciel, qui est celui qui a reçu du ciel, c'est-à-dire des forces célestes, le mandat de conduire la société humaine, et qui règne d'abord sur la Chine des 18 provinces. Et Chine, comment se dit Chine en chinois ? Il y en a qui font du chinois, peut-être ici, n'est-ce pas ? Chuangguo, enfin bon, le pays du milieu, du centre. Le pays du milieu et du centre de quoi ? Du centre du monde, bien sûr. C'est le terme même qui désigne la Chine en chinois. Autour des 18 provinces chinoises ethniquement, les provinces peuplées de minorités ethniques, comme la Mandchourie, le Tibet, le Mongol, le Turkestan, pour le malheur, semble-t-il, des occupants du Turkestan chinois. Autour, les royaumes vassaux qui font allégeance envers l'empereur, comme la Corée, la Nam, c'est-à-dire le Vietnam, beaucoup d'autres encore. Bon. Et puis autour, ce sont les barbares, soit que l'on contient, que l'on combat, ou bien qui sont priés de venir faire allégeance et de se transformer par conséquent en royaumes vassaux. C'est la conception que les Chinois ont des relations internationales, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand les premiers ambassadeurs, au XIXe siècle, les ambassadeurs occidentaux sont arrivés, d'abord on leur a dit, vous commencez par vous prosterner devant l'empereur. Non, moi je regrette, je représente Sa Majesté, Sa Gracieuse Majesté la Reine d'Angleterre, ou je représente le roi de Prusse, etc. Je ne me prosterne devant personne. C'est incroyable ça alors, ces ambassadeurs. Dans la conception chinoise, les ambassadeurs, ce sont des otages. En réalité, voilà, qui sont d'une invraisemblable grossièreté envers l'empereur. Alors pour leur apprendre à vivre, on les coupe en morceaux, ou quelque chose d'approchant. Enfin bon, on les malmène en tout cas. Alors les Occidentaux sont horrifiés, parce que porter atteinte
à des ambassadeurs, c'est porter atteinte aux principes les plus sacrés de la diplomatie et des relations internationales. Alors pour apprendre à vivre aux Chinois, on envoie des expéditions punitives, on va mettre à sac le palais d'été, et ainsi de suite. Et donc le malentendu, si j'ose dire, pouvait durer longtemps, et de fait, il a duré très longtemps. Ça, c'est le système chinois. Le système islamique du califat, bon, eh bien, après lequel continuent de courir les musulmans, et en particulier les plus radicaux d'entre eux. C'est le rêve d'un souverain qui est à la fois temporel et spirituel, qui exerce le pouvoir au nom d'Allah sur l'ensemble de la communauté des croyants, sur l'Ummah. Et donc négation totale du fait national, en réalité. La plupart des nationalistes arabes, par exemple, encouraient le reproche d'être de mauvais musulmans, pour cette raison. Et souvent, d'ailleurs, n'étaient pas issus des milieux musulmans. Et puis, évidemment, le modèle marxiste, le modèle marxiste, c'était celui également d'un grand empire, l'Union soviétique, qui était au départ destinée à être l'union des républiques socialistes soviétiques du monde. C'est-à-dire que le monde entier devait progressivement s'agréger, au fur et à mesure des progrès de la Révolution, à l'Union soviétique. Alors après 1945, on n'a pas fait disparaître la personnalité juridique des pays que l'armée rouge occupait, comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, etc. Mais il n'en reste pas moins que ce système était centré, et ces pays avaient une souveraineté limitée. La doctrine de la souveraineté limitée, dite doctrine Souslov, était la doctrine officielle, en quelque sorte, au temps de l'Union soviétique. Par conséquent, nous voyons finalement l'originalité du modèle européen de liberté des nations. Ça n'est pas du tout évident. Pour nous, c'est évident parce qu'on a été plus ou moins élevé là-dedans. Bon, et qu'on constate quand même que le modèle européen s'est peu ou prou répandu à la surface du globe. Mais il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe que cela, c'est beaucoup plus fragile, et qu'il n'en a pas toujours été ainsi, et que, encore aujourd'hui, c'est contesté très largement. Alors, ce modèle européen de nation libre, souveraine, indépendante, je dirais libre égale souveraine, donc indépendante, se gouvernant librement, sans ingérence extérieure, il puise dans nos plus anciennes racines, dans les cités grecques, qui distinguaient dans leurs ligues, leurs amphictyonies, etc., l'hégémone qui exerce le pouvoir dans l'intérêt général, du despotès qu'il exerce pour son profit personnel. Ces cités grecques pratiquaient entre elles l'arbitrage et défendaient jalousement leur liberté. Je vous renvoie au livre que vient de publier un auteur tout à fait remarquable, Michel de Gégère, journaliste au Figaro, directeur des suppléments du Figaro Histoire, dont les opinions, aussi bien sur le plan spirituel que politique, sont extrêmement proches des nôtres. Son dernier pavé, qui est monumental, s'appelle « La mélancolie d'Athéna », où il fait d'un rapprochement entre les cités grecques qui défendaient leur liberté contre les empires, notamment contre l'empire perse. Ce sont les fameuses guerres médiques, avec vous connaissez tous cela, le sacrifice des Spartiates, des 300 Spartiates aux Thermopyles avec le roi Léonidas, etc., la victoire de Salamine, enfin bon, bref. Et également aussi, dit-il, explique-t-il, en faisant des parallèles avec l'histoire contemporaine, les cités qui luttent ensuite contre l'hégémonie athénienne, et cette fois ce sera la guerre du Péloponnèse, je répète, La mélancolie d'Athéna, un livre, je crois chez Albin Michel, tout à fait remarquable, de Michel de Gégère, je le signale en particulier pour les étudiants en histoire. Donc ce modèle européen, il est le fruit de l'émergence des États dotés de la summa potestas, c'est-à-dire en fait la souveraineté. Et la souveraineté est à une nation ce que la liberté est à une personne, c'est-à-dire la possibilité de se déterminer par soi-même, charbonnier et maître chez soi. Voilà. C'est encore une fois quelque chose qui n'est absolument pas évident. Ne croyez pas que ce principe
et se soit imposé facilement. Il a fallu lutter contre certaines prétentions pontificale qui confondait la suprématie spirituelle avec le pouvoir temporel, bon, querelle de la papauté et de l'Empire, et aussi contre la prétention du Saint-Empire romain germanique à se poser en successeur, comme le nom l'indique, successeur de l'Empire romain, et à considérer tous les rois avoisinants, tous les souverains avoisinants comme des vassaux. Voilà. Et donc là aussi, et ce fut la lutte notamment de la France et des grands juristes, comme notamment Jean Bodin, mais il y en a d'autres, enfin, qui ont formulé le fameux adage selon lequel le roi de France est empereur en son royaume. Voilà. Donc, dans la mesure où le roi de France, dans son royaume, il est un empereur, ben, il n'a pas à accepter de devenir le vassal de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. En réalité, ce système s'est imposé dans la douleur, hein, surtout après la rupture de l'unité spirituelle de la chrétienté, au fameux traité de Westphalie, comme vous le savez, 1648, qu'on appelle les traités de Westphalie parce qu'il y en a eu deux, l'un signé à Münster et l'autre à Osnabrück, je n'entre pas dans les détails, qui ont fixé en quelque sorte l'ordre européen de ces nations indépendantes, les unes des autres, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, et du fait aussi que, en vertu du justum potentiae equilibrium, du juste équilibre des puissances, aucune d'entre elles ne devait acquérir une puissance lui permettant de s'imposer à toutes les autres. Alors inutile de dire qu'il y a eu quand même quelques tentatives de coups de canif, tentatives infructueuses, notamment l'une des plus célèbres, celle de Napoléon. Hein, d'abord la première à laquelle sagement Louis XIV a renoncé, quand le petit-fils de Louis XIV, par voie d'héritage, devient roi d'Espagne, la situation se renverse. Ce sont les autres pays européens qui craignent que la France, du fait de son alliance familiale avec l'Espagne, n'ait un excès de puissance, d'où la terrible guerre de succession d'Espagne, et d'où le traité d'Utrecht. Enfin bon, je n'entre pas dans les détails, où théoriquement du moins, les Bourbons d'Espagne renonceront à toute prétention au trône de France. Je dis théoriquement, oui, bon d'accord. Bon, on en reparle. J'insiste sur le théoriquement, c'est ce qu'on a réussi à faire croire aux autres. Bon, voilà, hein, voilà. Là-dessus, on est peut-être d'accord. Bon. Ben, le professeur Bouscault, lui, est un vrai professeur d'histoire du droit. Moi, je suis un amateur, bon, à peine éclairé. Bon, il y a eu bon, donc premier problème, le problème évidemment Napoléon. On sait comment ça s'est terminé, par une restauration en quelque sorte de l'équilibre des puissances avec le concert des Européens et le système de Metternich, qui était beaucoup moins mauvais qu'on ne le dit généralement dans les livres d'histoire actuels. Et puis, un certain caporal allemand, dont j'ai oublié le nom, hein, voilà, dans les années 39-45, qui a voulu lui aussi imposer son hégémonie. Et puis enfin, évidemment, celle de l'Union soviétique avec l'arme idéologique du communisme. Toutes ces tentatives ont échoué en réalité. Alors, permettez-moi de décrire quand même d'un mot en quoi consistait ce système européen de liberté et d'égalité des nations. Ou du moins, non pas en quoi il consistait, ce serait beaucoup trop long, mais quelques symptômes par lesquels il se manifestait. Par exemple, premier symptôme, l'égalité protocolaire. L'égalité protocolaire. Vous, madame, si vous recevez, par exemple, l'ambassadeur de Monaco et l'ambassadeur des États-Unis, lequel mettez-vous à votre droite? Ah, problème. Alors, on y est presque. Vous allez devoir mettre à votre droite, en vertu du protocole, celui qui, le premier, a présenté ses lettres de créance au président de la République. Étant entendu que quand, dans certains pays catholiques, on considère d'office, par exception, que le nonce, c'est-à-dire l'ambassadeur du pape, est de droit le doyen du corps diplomatique. Bon. Voilà par exemple un exemple d'égalité protocolaire. Bon. Deuxième exemple, deuxième manifestation très importante, l'égal accès à la mer. Et ça aussi, ça a donné
lieu à de multiples conflits militaires et théoriques. Le fameux discours, la fameuse controverse entre le Britannique Selden et le Néerlandais Hugues de Grotius, hein, mare clausum versus mare liberum. Voilà. Et finalement, c'est la liberté des mers qui va triompher, mais il n'en est pas ainsi. Au début, l'Angleterre veut être saluée la première, le Danemark veut être salué le premier en mer Baltique, la France veut être saluée la première un peu partout. Et comment est-ce qu'on salue d'ailleurs quand deux navires se rencontrent? Eh bien, on abaisse, nous qui sommes marins, nous avons vu cela à bord des navires, on abaisse le pavillon, les officiers saluent, l'équipage est au poste de bande, c'est ainsi que ça s'appelle, c'est-à-dire au garde à vous du côté où on rencontre le navire opposé. Bon, le pavillon s'abaisse, le clairon sonne, les officiers saluent. Bon, très bien. Et alors, le problème, c'est de savoir qui devait saluer le premier. Ben, on a eu des combats acharnés pour ça, hein, qui traduisaient évidemment des volontés hégémoniques sur le domaine maritime. Et finalement, on a réussi, là aussi nous retombons sur l'égalité protocolaire, saluera le premier, sera salué en premier l'officier le plus gradé et à égalité de grade le plus ancien dans sa nomination. Alors vous direz, oui, mais quand on voit un navire, là, comment est-ce qu'on sait? D'abord, les navires de commerce saluent les premiers, les navires de guerre, quels qu'ils soient. C'est un super tanker de 300 000 tonnes contre un chasseur de mine de 500 tonnes, c'est le tanker qui salue le premier. Bon, premièrement. Deuxièmement, quand c'est deux navires de guerre, comment sait-on? Généralement, quand c'est un chasseur de mine de 500 tonnes qui rencontre un porte-avions, on ne se pose pas la question, on se dit que le commandant du porte-avions doit être plus gradé. Mais il m'est arrivé de voir, quand j'étais jeune officier de marine de réserve, à la passerelle, c'est-à-dire au poste de commandement des navires sur lesquels j'ai navigué, que l'on rentre en liaison UHF et qu'on demande quel est le grade de votre commandant à des navires étrangers et qu'on se précipite sur des livres qui sont pour voir quelle est l'égalité exactement. Alors il y a un grade impossible, c'est le grade de commodore, parce que est-ce que c'est un capitaine de vaisseau, est-ce que c'est un contre-amiral, on ne sait pas. Je vais pas vous bassiner avec ça. Mais voyez-vous, toutes ces choses qui peuvent nous paraître dérisoires, elles manifestent l'égalité des États. Et ce modèle est le fruit, donc, de notre tradition européenne, et il a un certain nombre de conséquences. Première conséquence, principe, normalement, de non-ingérence. On ne se mêle pas des affaires intérieures des autres. Voilà. Principe également, règne du droit, règne d'un droit international, mais un droit international qui est basé essentiellement sur le consentement des États, qu'il se manifeste par la coutume ou qu'il se manifeste explicitement par des traités. Alors, voilà ce système auquel, dans la douleur, c'est vrai, les peuples européens étaient parvenus, et un système qui s'est répandu à travers le monde. Les premiers samouraïs japonais qui sont venus au XIXe siècle, dans les années 1860, et qui ont été reçus en France par l'empereur Napoléon III, par exemple, à la cour de Londres, etc. Et ils reviennent. Le pays n'a pas encore entamé sa modernisation, et ils disent mais c'est tout à fait extraordinaire parce que ces pays européens ont entre eux un droit, le droit des 10 000 nations, c'est-à-dire un droit universel, qui permet par exemple au petit Portugal, relativement petit, relativement plus faible, de rester intact et de vivre paisiblement à côté de l'Espagne plus grande. Parce que dans leur mentalité de samouraï, si l'Espagne est plus forte, il est temps qu'elle mette la main sur le Portugal. Bon, c'est ce qu'ils auraient fait. Mais ils observent que ça n'est pas le cas en Europe. Alors, troisièmement, comment ce système est-il remis en cause? Il est remis en cause, comme je l'ai dit, mais le temps me manque parce que il est déjà... Oui, c'est déjà... oui.
Bon, ça va encore. Il est remis en cause de différentes façons par différents groupes de pression. J'ai parlé du club de Davos, j'ai parlé de la trilatérale, j'ai parlé du groupe Bilderberg, etc. Il y en a beaucoup d'autres, beaucoup de réseaux, quelquefois des réseaux parfaitement informels que nous ignorons, bon, mais qui vont tous dans la même direction. Établir un pouvoir supranational, si possible universel, et ceci par la négation des différences. Si vous niez les différences, mais il n'y a plus de raison que telle ou telle collectivité s'organise librement. Si elles sont toutes pareilles, si les gens qui les habitent sont pareils, s'ils sont interchangeables, s'il n'y a plus de différence de famille, s'il n'y a plus de différence de culture, s'il n'y a plus de différence de religion, en tout cas plus de différences qui méritent d'être prises en compte. Et si le but, c'est de les abolir, absolument, y compris, on l'a vu, les différences sexuelles. On part du principe, par exemple, qu'on ne naît pas homme ou femme, mais chacun doit avoir la possibilité de choisir. Voilà. Mais vous avez des revendications. Il y a 20 ans que j'ai vu au Parlement européen une résolution sur les transsexuels qui a été votée dans l'enthousiasme, à part quelques-uns dont nous étions, bien sûr, sur les transsexuels, et qui, au lieu de considérer qu'il s'agit là d'un problème douloureux, soit de personnes mal formées, soit de personnes qui, dans leur tête, ne sont pas exactement ce qu'elles sont dans leur corps, et que tout ça doit être réglé aussi, de façon aussi pudique que possible. Non, pas du tout. On proclame comme un droit essentiel le droit de chaque personne à choisir son sexe et à en changer en tant que besoin. L'obligation pour les sécurités sociales des États membres de payer les transformations, etc. Et quand moi j'ai vu arriver ça, j'étais assez surpris. Et le groupe principal, à l'époque c'était le groupe dit PPE, Parti populaire européen, qui n'a rien de populaire, que l'on appelle le groupe démocrate chrétien. Il se peut qu'il soit démocrate, c'est d'ailleurs pas encore approuvé, mais enfin, chrétien, c'est extrêmement douteux. En revanche, comme je leur ai dit un jour, au lieu de... L'expression n'est pas de moi, mais je leur ai dit un jour en hémicycle, au lieu de christianiser la démocratie, vous n'avez réussi qu'une chose, c'est à démocratiser le christianisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, bref, toujours est-il qu'ils ont voté ça dans... Et je me souviens de mon cher collègue flamand, un grand monsieur à tous égards, âgé, un grand intellectuel de la partie flamingante de la Belgique, Karel Dillen, stupéfait en me disant « mais les démocrates chrétiens ont voté ce texte, oui, ils l'ont voté avec les socialistes, les communistes, etc., et tous les autres. Et nous en voyons aujourd'hui les conséquences, et les conséquences extrêmement pratiques. Bon, alors... L'Union européenne, disons, approfondissons un peu la question de l'Union européenne, dont je dis ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas inscrit au départ, quel est le bras armé du mondialisme dans la sphère qui nous concerne. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des plus importants. Qu'est-ce au départ que l'Union européenne? Au départ, seulement 6 États, c'est en gros l'Europe carolingienne, l'Europe de Charlemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, la France, l'Allemagne et l'Italie. Bon. Culturellement, c'est un ensemble marqué par la civilisation chrétienne, catholique ou protestante. Économiquement, il repose sur la constitution d'un marché commun, mais aussi sur la préférence communautaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'échanger librement et sans payer de droits de douane nos produits. Ça pose déjà un problème, c'est pas si simple que ça, parce que les fraises en Espagne, en Italie, elles arrivent avant les nôtres, et puis elles sont moins chères, et puis les automobiles allemandes, ils ont meilleure réputation que les nôtres, et inversement, sur certains points. Mais enfin, on va s'échanger tout ça, mais nos échanges vont reposer sur la préférence communautaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de même avec le monde entier. On va garantir à nos agriculteurs des prix éventuellement supérieurs aux cours mondiaux, pour éviter justement qu'ils ne se trouvent en situation d'une concurrence qu'ils ne pourraient pas supporter. Et politiquement, même si on s'apercevra, les États-Unis d'Europe sont en germe dans le projet, mais ce n'est pas encore visible, c'est une organisation internationale au départ.
c'est ce qu'exprime d'ailleurs la pluralité de sièges. Il y a un siège à Bruxelles, à Strasbourg. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le Parlement européen fait la navette entre Bruxelles et Strasbourg. Mais il y a de l'administration à Luxembourg, la Cour de justice est à Luxembourg, etc., etc. Donc, la Commission est à Bruxelles. Bon. Ce projet, il est né au départ de l'idée qui était celle notamment de Robert Schuman, qui était un homme respectable sur le plan personnel, qui était un Mosellan. Vous savez, la partie de la Lorraine qui a été annexée par l'Allemagne, puis qui est redevenue française après 1918, puis qui a été réannexée en 1940, puis qui est redevenue française. Alors, Robert Schuman était bon. Et l'idée, c'était quand même qu'on arrête de se battre avec les Allemands, notamment, qu'on arrête ces guerres fratricides qu'avaient été les guerres civiles européennes. C'est vrai qu'en 1815, c'est d'abord, enfin dans les années 1810, c'est d'abord Napoléon qui gagne contre la Prusse, etc. Et puis après, on perd. Bon. Puis en 1871, ou 70-71, on perd. Bon. Et puis en 1918, on gagne. Bon. Et puis en 1940, on commence par perdre. Et puis en 1944, théoriquement, on a gagné. Bon. Et il y a des gens, je comprends, moi, je dois dire, je comprends les gens qui ont dit quand même, il faudrait que ça cesse. Il faudrait qu'on trouve autre chose. Et au départ, la première union, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier. La grande idée, c'est, on se dit, le charbon et l'acier, ça a été à la fois l'instrument et l'enjeu de ces terribles conflits européens. Pourquoi? L'instrument, parce que pour se faire la guerre, il faut de l'acier, il faut des canons, des cuirasses pour les cuirasser, etc. Aujourd'hui, c'est plus ça qui compte, hein. C'est les systèmes électroniques, c'est la détection, etc. Bon, les bateaux d'aujourd'hui, ils ont des coques très minces, bon. Mais à l'époque, c'était l'acier. Bon. Et l'acier a été aussi l'enjeu de ces terribles conflits. Quand l'Allemagne annexe la Moselle, ben elle met la main sur les mines de charbon et de fer de Lorraine. Et quand nous, après 1918, on trouve que les Allemands ne paient pas leurs dettes, hein, ce qu'on appelait les réparations, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On envahit la Ruhr. On se dit, on va déjà leur piquer leur charbon, ça sera toujours ça de prix. Hein, ben oui. Et donc, l'idée de Schuman, on met ensemble le charbon et l'acier, etc., et on fait une communauté européenne du charbon et de l'acier. Et puis, on s'est dit, l'énergie atomique, c'est nouveau, c'est formidable, on va se mettre tous ensemble, et on fait une organisation qui s'appelait l'Euratom, la communauté européenne de l'énergie atomique. Et puis, on s'est dit aussi, on va aller plus loin, on va avoir un système de libre-échange entre nous seulement, comme je l'ai dit à l'instant. Et ça va être la communauté économique européenne, également pour protéger nos agriculteurs. Quand on regarde le bilan de tout ça aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, charbon et acier, en France, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'acier. C'est terminé, voilà, c'est lessivé. Communauté européenne de l'énergie atomique, c'est mort. Les Allemands ont fermé leur dernière centrale. Alors il y a encore de l'énergie atomique, j'espère qu'il y en aura encore en France, pour nous fournir de l'électricité, bon, dont on a le plus grand besoin, mais en tout cas sur le plan de la coopération européenne, c'est terminé. Bon. Et puis la communauté économique européenne, eh bien, on ne peut pas dire que ça ait protégé nos agriculteurs, hein, puisque ce projet, et c'est là que j'y viens, a été totalement dévoyé. Il a été totalement dévoyé en ce sens qu'on a étendu cette liberté de circulation et de commerce à l'échelle du monde entier. Il a été dévoyé, premièrement, par l'imposition du dogme de la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux. Je vais développer ce point. Deuxièmement, par la négation des identités particulières, nationales ou autres. Et troisièmement, par la négation même de l'identité européenne. Alors, premièrement, par l'imposition du dogme de la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Liberté des personnes, c'est le brassage universel, c'est la politique d'immigration extra-européenne massive, une politique qui continue de nous submerger. Je pense par exemple, je vais vous donner quand même un seul exemple, au rapport de la socialiste française Françoise Castex. Ça date du 21 février 2008. Mais depuis, ça continue à peu près tous les ans, sur, je cite, l'avenir démographique de l'Europe, qui est devenue résolution du Parlement européen, qui a été votée
le 21 février 2008. Je vous donne la réponse. Sujet capital, en effet, que cet avenir démographique de l'Europe, puisque l'espérance de vie et la dénatalité modifient considérablement la pyramide des âges. Bon, eh bien, avec des conséquences, l'affaire des retraites, ce que pratiquement personne ne dit. Le problème des retraites, c'est essentiellement un problème démographique. Voilà, hein, évidemment. Le nombre de cotisants se réduit dramatiquement au fur et à mesure que le nombre de vieillards dont nous sommes, mon cher Franck, augmente considérablement. Après nous, le déluge, hein, mais enfin quand même. Bon, donc, tout de même. Alors voilà, pour résoudre ces questions démographiques, on pourrait s'attendre à un programme de familial, d'aide aux familles, un programme massif d'accueil de la vie, pour faciliter la maternité, pour faciliter, je ne sais pas moi, l'éducation des enfants, pas du tout. Page 16, le défi de l'immigration intégrée. Alors, ça se présente sous la forme d'une révolution. Point 89, le Parlement européen note que le recours à l'immigration est et va continuer à être l'un des éléments de la démographie de l'Union et pourrait constituer un apport positif du point de vue économique, social et culturel. Alors qu'en 2008, on sait déjà que ce n'est pas toujours le cas quand même. Hein, bon. En conséquence, appelle la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à développer une approche sereine et raisonnée de l'immigration, afin de contrer les opinions et attitudes xénophobes et racistes, et de promouvoir l'intégration entière et effective des migrants dans la société. Voilà, contrer les attitudes xénophobes et racistes, voilà la priorité des priorités, compte tenu du désert démographique européen. On tombe à la renverse. Bon. Point 90. Reconnaît toutefois que l'immigration, notamment en provenance des régions d'immigration, offre également la possibilité de remédier aux incidences négatives de l'évolution démographique, c'est-à-dire à la dénatalité. Hein, bon. Et invite par conséquent les États membres à prendre en considération l'intégration des migrants en tant que mesure politique d'importance stratégique. En somme, faire des enfants par des étrangers qu'on importe pendant qu'on supprime les nôtres avant leur naissance. Voilà le remède au dépeuplement de l'Europe. C'est exactement ça que ça veut dire. Bon. 93. Souligne l'urgence de mieux coordonner les politiques d'immigration des États membres afin de garantir une meilleure intégration des immigrés dans la société et dans l'économie formelle. Je ne sais pas ce que c'est que l'économie formelle par rapport à l'économie... Bon, enfin bref. D'assurer leur sécurité juridique et sociale, y compris leur droit à la retraite. Voilà, le remède à l'immigration illégale est enfin trouvé. C'est sa légalisation généralisée. Voilà. Rappelle que les revenus des immigrés en Europe permettent de façon très substantielle de faire vivre les personnes âgées dans les pays en voie de développement. Voilà. L'immigration, la solution au problème des retraites, hein, puisque la génération du papy-boom va crever dans l'indigence, confions-la aux immigrés, etc., etc. Ce texte effarant, parmi beaucoup d'autres, j'en censure une grande partie là, parmi beaucoup d'autres, a recueilli l'adhésion unanime de ce qu'on appellerait aujourd'hui les Républicains, c'est-à-dire à l'époque l'UMP. Hein. Quant aux députés et collaborateurs d'autres groupes dits souverainistes, ils ne s'y sont pas intéressés. Voilà. Alors, après le brassage obligatoire des êtres humains, et on le voit très bien, la Hongrie est mise au banc des pays européens parce qu'ils ont dit, mais écoutez, on n'est pas entré en Europe pour ça. On n'est pas entré en Europe, on aime bien les pays de l'Union sud-saharienne, mais enfin, on n'est pas entré en Europe à cette fin. Nous ne sommes déjà pas assez nombreux comme ça. Bon. Après le brassage obligatoire des êtres humains, le brassage universel des marchandises. Alors là, ce brassage des marchandises, c'est que l'Union européenne a abandonné totalement le principe de la préférence communautaire, parce que même cette préférence-là est considérée comme sulfureuse, comme inacceptable. Et donc, on a conclu quantité de traités de libre-échange avec des États dans le monde entier. Et on voit bien quel est le résultat, notamment, par exemple, comme le disait mon collègue Martinez, prenons l'exemple de nos relations avec la Chine, eh bien, les ouvriers français travaillent 35 heures, et comme dit Martinez, les Chinois, eux, ils dorment 35 heures, et ils travaillent le reste du temps. Et ils travaillent pour 10 fois moins que les ouvriers français, que le français payé au SMIC, et
sans pension de retraite, sans sécurité sociale, ou extrêmement peu. Et comme c'est un pays qui est resté théoriquement communiste, c'est-à-dire une dictature, ce pays communiste est devenu le paradis du capitalisme le plus cynique. C'est fantastique. Donc faisons travailler en Chine. D'où fermeture, d'où délocalisation. Et en l'espace de 20 ans, la France a perdu la moitié de son potentiel industriel. Voilà à quoi nous conduit le mondialisme effréné de l'Union européenne, organisation qui, au départ, devait protéger les intérêts de l'Europe. Parce que si elle le faisait, elle aurait sa légitimité. Je disais, la France, à titre d'exemple, quand même, au cours des 30 dernières années, la France a vu disparaître complètement, je cite Bruno Gollnisch, excusez-moi, ou peu s'en faut, son industrie minière, sa sidérurgie, les 4/5 de ses constructions navales, les 3/4 de son industrie métallurgique, de sa fabrication de machines-outils, de son industrie textile. La France est complètement absente de l'optique et de l'électronique grand public. Elle ne fabrique plus une seule chaîne de radio, un seul téléviseur, un seul magnétoscope, un seul appareil de photo, une seule caméra, un seul micro-ordinateur, un seul téléphone portable, alors que des millions de ces objets sont vendus sur son territoire. Bon. Bien pire, ces dirigeants ont consenti à une telle situation parce que, justement, ils croyaient aux vertus indéfinies de cette fameuse division internationale du travail. Mais la division internationale du travail menace l'indépendance, l'identité des nations, leur culture, leurs équilibres sociaux. Est-ce que nous allons accepter un monde, comme je le disais tout à l'heure, où certaines nations, par exemple en Extrême-Orient, sont spécialistes de high-tech, en quelque sorte, et d'autres, comme la Mauritanie, dans l'extraction des phosphates ou du minerai de fer, d'autres, comme le Guatemala, dans la culture de la banane, et en quoi, d'ailleurs, la France se spécialisera-t-elle? Ce caractère destructeur du libre-échange, entre nous soit dit, il n'avait pas échappé à un philosophe et économiste dont les analyses sont très intéressantes, même si c'est un adversaire résolu de tout ce que nous croyons. Je veux parler d'un certain Karl Marx. Il faut relire ce que Karl Marx disait au XIXe siècle, où déjà le débat était entre protectionnisme et libre-échange. Certains étaient pour le protectionnisme et d'autres pour le libre-échange. Et la plupart des socialistes, pour protéger la condition des ouvriers, étaient protectionnistes. Et là, c'était en 1848 ou quelque chose comme ça, Karl Marx prend la parole à Londres et dit, je cite à peu près de mémoire, « Messieurs, le protectionnisme est par nature protecteur et conservateur, mais le libre-échange est destructeur. Il détruit les anciennes solidarités, il détruit les nations, il pousse à l'extrême l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. De ce fait, sans le vouloir, les partisans du libre-échange hâtent l'avènement de la révolution mondiale. C'est dans ce sens révolutionnaire, messieurs, que je vote résolument en faveur du libre-échange. » Autrement dit, le libre-échange est destructeur, c'est pour ça que je suis pour le libre-échange. Pour qu'arrive la catastrophe et que les ouvriers soient contraints à la révolution. À un autre moment, il dira, il se peut que l'Angleterre, en agissant comme elle le fait en Inde, l'Angleterre avait conquis l'Inde et elle avait aboli tout droit de douane pour pouvoir vendre ses produits sur le marché indien, et comme elle était industrialisée, ça ruinait l'artisanat indien, évidemment. Il se peut que l'Angleterre, en agissant comme elle l'a fait dans l'Hindoustan, dit Marx, je cite pratiquement textuellement, hein, de mémoire, mais bon, ait été mue par des intérêts abjects. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est pouvons-nous nous passer d'une révolution en Asie? Et donc, quelque abjects qu'aient été les intérêts des promoteurs du libre-échange, ils sont de façon inconsciente les vecteurs de la révolution.
Et ces textes sont extrêmement intéressants. Bien, nous ne sommes pas pour la révolution, nous ne sommes pas pour la destruction de la société, nous sommes pour son amélioration, certes, mais pour sa conservation, et c'est la raison pour laquelle nous devons récuser cette conception du commerce international qui peut être source d'enrichissement s'il est fondé sur les principes d'équilibre, d'harmonie et de réciprocité dont l'État doit être le garant. Enfin, dernier brassage, le brassage universel des capitaux. Alors, c'est très simple, le brassage universel des capitaux, c'est ouvrir au fonds de pension américain. Comme aux États-Unis, il n'y a pas de système de retraite fondé sur la répartition comme chez nous, c'est-à-dire des cotisations obligatoires où chaque génération paye les retraites, théoriquement, des générations qui précèdent. Bon, et en acquérant, théoriquement, une créance sur la génération qui suit. C'est ça notre système de retraite. Non, aux États-Unis, vous faites votre retraite comme vous pouvez, comme vous voulez. Mais donc, c'est par capitalisation. Voilà. Donc, les fonds de retraite américains sont des sommes absolument considérables, parce que chacun est amené à faire des économies pour sa retraite, etc. Eh bien, ces fonds de capitalisation peuvent faire des raids sur ce qui nous reste de ce qui reste en Europe, et notamment chez nous, d'industrie. Et ils ne sont pas chargés, évidemment, de maintenir l'emploi en France, ils sont chargés de réaliser le profit le plus important pour pouvoir distribuer à leurs actionnaires, à leurs sociétaires, etc. Par conséquent, s'ils peuvent racheter une usine à vil prix et ensuite la fermer pour la revendre par appartement et réaliser un profit au passage, eh bien évidemment, ils n'hésiteront pas à le faire. Voilà ce à quoi nous conduit le mondialisme. Ne croyez pas que dans cette affaire, nous serons toujours sans alliés dans cette lutte contre le pouvoir de ce que j'appellerais, mais le mot n'est pas de moi, la finance apatride et vagabonde. Alors je vais par exemple, vous lire un texte qui est extrêmement ancien. Il est de Jefferson, qui a été le 3e président des États-Unis d'Amérique. Vous savez, il y a eu Washington, etc. Bon. Madison, je crois, le 2e, je ne sais plus. Enfin, 3e président des États-Unis en 1802. Alors, j'ai le texte en anglais, je vais vous lire directement le texte en français. Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées mobilisées contre nous. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent l'émission de leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute propriété, d'abord par l'inflation, ensuite par la déflation, jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront, privés d'abri, sur la terre que leurs parents ont conquise. Voilà quelque chose qui est tout à fait prophétique et qui nous vient d'outre-Atlantique. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Négation des identités particulières, je l'ai dit, des identités nationales ou autres. Elle se traduit par le passage d'une structure d'organisation internationale, qui était l'Europe au départ, une organisation internationale pour se concerter, etc., à une structure étatique. Alors qu'on ne dise pas d'ailleurs que ça devient un État fédéral. J'ai beaucoup entendu ça pendant des années. Ah, l'Union européenne dérive, maintenant ça devient un État fédéral. Non, ce n'est pas un État fédéral, parce que déjà entre les États européens, il y a moins de différence qu'il n'y en a entre les États qui composent, par exemple, les États-Unis d'Amérique, entre eux. En Louisiane, vous avez un système juridique de code civil. Dans les autres pays, c'est le système de common law. Vous avez des États où existe, à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, où la peine de mort existe et d'autres non. D'autres où l'alcool est autorisé, d'autres non, etc. Bon, le jeu, pareil. Bon, vous avez une grande diversité. Vous en avez moins aujourd'hui entre les différents États qui composent l'Union européenne. Donc, l'Union européenne est devenue boulimique de compétences. Elle s'arroge la faculté de statuer sur tous les aspects politiques, économiques, sociaux, culturels, sexuels de 500 millions d'Européens. C'est un système de fou, parce qu'il n'y a pas de nation européenne, parce que quelle que soit notre communauté de civilisation, qui est indiscutable sur certains points, il y a quand même une très grande diversité. Les Suédois et les Portugais, c'est pas pareil. Les Italiens
et les Polonais non plus, et ainsi de suite. Bon. Par conséquent, je vais vous donner quelques exemples quand même. Le Parlement européen, notamment, enfin l'eurocratie, c'est-à-dire la Commission, mais le Parlement n'est pas mieux que la Commission ou le Conseil. Le Conseil, c'est la réunion des ministres spécialisés. Bon, la Commission, c'est cet organisme qui sert en gros de gouvernement de l'Europe. Et le Parlement, on dit le Parlement, ça va être la voix des peuples. Mais ils sont pris dans cette dynamique de groupe délétère. Et ils légifèrent surtout sur la largeur des béquilles des cyclomoteurs, sur le point, authentique ce que je vous dis, sur le point de savoir si le corbeau-freux, la pie grièche, le chouca des clochers doivent être ou non une espèce protégée, et ceci par une réglementation unique depuis la Laponie au nord de la Suède jusqu'à l'Algarve au sud du Portugal. Bon, c'est un système véritablement totalitaire. Alors, je passe rapidement sur cette indifférenciation généralisée qui aboutit dans ce système totalitaire à ce que le dissident russe Boukhovski a pu qualifier d'union soviétique européenne. Et Boukhovski a terminé une superbe adresse aux Européens en disant « Moi qui ai connu le communisme soviétique, j'ai vécu votre futur, c'est-à-dire j'ai vécu ce qui vous attend, et ça n'a pas marché. » Voilà, très belle formule. Voilà. Je signale que c'est publié sur YouTube, cette déclaration de Boukhovski. Au nombre des aspects idéologiques du mondialisme, il y a, comme je l'ai dit, l'indifférenciation, même et y compris l'indifférenciation des sexes. Alors, par exemple, une seule anecdote, parce que sinon, on en est là pour toute la nuit, et je ne voudrais pas abuser. Une seule anecdote, par exemple, vous savez qu'un président de l'Assemblée, ça se dit chairman. Bon. Mais ça ne va pas. Chairman, c'est-à-dire l'homme qui est sur le fauteuil, qui est dans le fauteuil. Bon. Il ne faut pas dire chairman si c'est une femme. Avant, on disait Mrs. Chairman, etc. Bon, non, parce que dans chairman, il y a man. Alors, on a dit, mais il faut dire chairperson. Bon. Enfin, chairperson, c'était un peu ridicule. Alors maintenant, on dit, par suite du soi-disant féminisme, enfin, il faut dire, on dit, et c'est officiel, on dit Mrs. Chair. Mrs. Chair, Madame Fauteuil, pour dire Madame la Présidente. Voilà à quel excès grotesque aboutit cette volonté d'indifférenciation. Tout cela aboutit à la négation même de l'identité européenne, et notamment le remplacement des références culturelles européennes, notamment des valeurs chrétiennes, par l'idéologie des droits de l'homme, ou plutôt, comme le disait excellemment le regretté Jean Madiran, par les DHSD, c'est-à-dire les droits de l'homme sans Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'on vous explique que, par exemple, la Pologne ou la Hongrie, elles agissent contrairement aux valeurs européennes. Ah bon, mais c'est quoi les valeurs européennes? Ben, les valeurs européennes, c'est l'avortement obligatoire, c'est l'accueil de l'immigration, ces pays peuvent dire, mais enfin, les fondateurs de l'Europe, eux-mêmes, Schuman dont je parlais, qui était catholique, les autres, De Gaulle, Adenauer, etc., ils seraient assez effarés qu'on leur explique ce que sont aujourd'hui les prétendues valeurs européennes. On vous parle tout le temps des valeurs européennes, on se garde bien aujourd'hui de les définir, si ce n'est justement dans ce Cénacle. Alors, dernière partie, et je vois que vous allez pouvoir souffler bientôt. Que faire en présence de ce péril, de ce brassage des personnes, des marchandises, des capitaux? Je suggérerais 3 lignes de conduite, pas pour des individus. Les personnes que vous êtes doivent militer pour faire connaître la situation, pour essayer d'infléchir si vous vous engagez en politique ou même dans le monde économique ou autre. Mais quelle politique devrait-on mener? Eh bien, je pense, première politique, la défense de nos indépendances nationales. Car tout démontre en effet que la nation est encore un concept d'actualité, car elle est l'élément le plus large
alors avec des tailles extrêmement différentes, que ce soit le petit Luxembourg ou le petit Danemark ou l'immense Chine, la nation est l'élément le plus vaste dans lequel on se reconnaît une communauté d'esprit, de culture, de passé historique et de destin dans l'avenir, communauté dans laquelle, éventuellement, si on est en démocratie, on peut choisir ses dirigeants et éventuellement les révoquer. Et je pourrais vous donner de multiples exemples dans lesquels, notamment à propos lors de la crise de 2008, où on voit que Sarkozy, qui était président de l'Europe, pour résoudre cette crise, il n'a pas du tout agi dans un cadre européen. Il est allé voir l'Allemagne, il est allé voir, etc. Il a fait un certain nombre de démarches, ils ont agi à 2, à 3. Il a agi dans un cadre strict de diplomatie traditionnelle, parce que c'était beaucoup plus efficace qu'à travers l'Union européenne. Voilà. Il faut aussi, évidemment, mentionner le fait que cet empire en constitution, comme le disent d'ailleurs mes collègues et j'ai quand même amis, colloquent un empire contre les nations, cet empire est un empire vassal. Je me souviens d'un jour, en sortant avec Jean-Marie Le Pen d'une séance encore plus absurde et plus contraire à nos sentiments que les autres, que Le Pen me dit très justement, il me dit, si encore il s'attaquait à nos indépendances nationales pour construire une vraie nation européenne et pour défendre les intérêts de l'Europe, nous serions contre, bien sûr. Mais enfin, ce serait moins coupable, mais ce n'est même pas le cas. Et nous voyons que la construction européenne actuelle, elle est en situation de vassal par rapport aux États-Unis d'Amérique, complètement. Et il convient par conséquent qu'elle s'en affranchisse. Pareil en ce qui concerne l'OTAN. L'OTAN a été certainement quelque chose d'utile, à mon avis, et nécessaire au moment où ces 6000 chars du pacte de Varsovie campaient à une nuit de route de nos frontières. En Allemagne de l'Est, etc., une nuit de route de Strasbourg. Bon. Et contre cela, évidemment, il était contre le danger d'un communisme qui ne s'étendait que par la subversion et par l'agression militaire, et qui était d'ailleurs en train de le faire en Asie, au Vietnam, etc. Bon, il était utile qu'il y eût une alliance pour résister et pour défendre ce qu'il nous restait de liberté. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que c'est un instrument d'asservissement, en réalité, et que cette OTAN, qui était en état de mort cérébrale, comme disait Macron, ressuscité à l'occasion du conflit russo-ukrainien, que je ne vais pas traiter ici, en réalité, aliène notre diplomatie, sert à de tous autres objectifs de ce pourquoi il a été initialement conçu. Il faut sortir de cette situation de vassalité. Nous ne sommes pas contre l'Europe en tant que réalité culturelle. Ce serait aussi absurde d'être contre l'Europe pour des nationaux que d'être contre l'Afrique pour des Africains ou contre l'Asie pour des Asiatiques. Nous sommes contre cette édification d'un super-État destructeur de nos identités particulières, de nos souverainetés, de nos libertés, sans même qu'il parvienne à édifier une construction véritablement européenne. Ce qu'il faut faire par conséquent, c'est rompre totalement avec la boulimie de législation et de réglementation qui fait que, par exemple, en France, ce que les Français ignorent, parce qu'ils voient le décorum à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc., mais ce qu'ils ignorent, c'est que plus des 2/3 de leur législation, plus des 2/3 de l'activité de l'Assemblée nationale et du Sénat, je vous en prie, madame, consiste exclusivement à traduire les directives européennes, qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui des lois cadres, dans notre droit national. Voilà. Et par conséquent, il faut désormais gérer par programme. Moi, je ne suis pas hostile au fait que tous les Européens se mettent ensemble pour construire un avion Airbus, qui d'ailleurs ne doit rien au système de Bruxelles. C'est un consortium entre industriels de l'Europe. Pareil pour envoyer des fusées spatiales
notamment depuis cette base de Kourou, que nous sommes bien contents d'avoir en Guyane, parce que c'est intéressant pour lancer des fusées, d'avoir un territoire qui est près de l'équateur, parce qu'à l'équateur, la vitesse de rotation de la Terre est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est sous nos latitudes, par exemple. Bon, eh bien, c'est très bien qu'on ait fait Ariane Espace et que nous ayons des partenaires européens. Pareil pour le Centre européen de recherche nucléaire. Pareil, en tant que doyen d'une faculté où l'on enseignait 25 langues après 2000 étudiants, je ne trouve pas absurde qu'il y ait un programme qui s'appelle programme Erasmus, qui permet à certains étudiants qui étudient une langue ou une civilisation étrangère, par exemple qui étudient l'espagnol, de passer 6 mois dans une université à Madrid, hein, ou à Burgos, enfin que sais-je. Bon, ce sont des projets précis, chiffrés, quantifiables, sur lesquels les citoyens européens pourront mettre un bilan, en quelque sorte, une balance coût-avantage, et par conséquent, ceci dans la clarté et sans aliénation excessive de leur liberté. Si tel n'était pas le cas, il nous faudrait compter exclusivement sur les atouts de la France. La France, n'en déplaise à M. Macron, conserve, si même elle devait agir seule, des atouts considérables. D'abord son territoire, le plus vaste d'Europe occidentale, qui est un véritable jardin par la diversité de ses paysages, où nombre de villages sont moins peuplés qu'ils ne l'étaient au Moyen-Âge, alors que les rendements agricoles ont été multipliés par 20. Nous pourrions héberger 100-120 millions d'habitants si nous avions une politique démographique dynamique, sans aucun problème, à condition que la population soit mieux répartie, évidemment, qu'elle ne l'est en région parisienne. La France a le 2e empire maritime du monde, en vertu des conclusions de la conférence des Nations Unies de Montego Bay, un espace gigantesque, grâce à cette poussière, à ces confettis de ce que nous ont laissé les marins, les pionniers, les navigateurs, les explorateurs, sur toutes les mers du globe, 11 millions de kilomètres carrés, soit 20 fois la surface de la métropole. C'est un atout considérable en un temps où sans doute l'avenir de l'humanité se jouera davantage au fond des mers que dans l'espace. Elle a sa culture qui est appréciée dans le monde entier. Encore faut-il évidemment qu'on arrête d'angliciser tout. Alors Renault, c'est la French Touch, Bayer, enfin, etc. C'est insupportable. En plus c'est contraire à la loi. Mais enfin bon, bref. Elle a son savoir-faire. Elle est capable, comme je l'ai dit, de lancer des fusées continentales. Elle construit de bonnes voitures. Elle construit les trains les plus rapides du monde, des viaducs et des ponts qui sont des exploits extraordinaires. Elle a un statut international exceptionnel en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui lui donne ce droit de veto que nous n'utilisons jamais, et un statut privilégié dont il est question que nous soyons privés, parce que l'Union européenne en tant que telle veut, pour parfaire sa construction politique, s'ériger en État, mettre la main sur la politique de défense, avec la complicité de Macron, hein, la politique de défense, la politique étrangère, et également notre siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Nous pouvons espérer un renouveau européen en refusant bien évidemment l'adhésion de pays qui ne sont pas culturellement, spirituellement européens, contre lesquels je n'ai rien, et d'autant moins de grief que je m'apprête d'ailleurs à y aller le mois prochain. Je veux parler par exemple de la Turquie, mais l'adhésion de la Turquie serait une folie furieuse, puisque la Turquie n'est que très faiblement européenne, elle ne l'est pas culturellement, spirituellement, et historiquement, l'histoire de la Turquie, c'est l'histoire de ses confrontations avec le reste de l'Europe. Ce serait extrêmement périlleux. J'emprunterai ma conclusion à un de nos plus grands écrivains, qui fut ministre des Affaires étrangères sous la Restauration, même si ça ne s'est pas très bien passé avec le roi à l'époque. Je veux parler de François-René de Chateaubriand, vous savez, l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe. Eh bien, voici ce qu'il nous dit déjà sur le mondialisme, que de façon prophétique, il voit poindre à l'horizon. Voilà. Il dit « Quelle serait une société universelle qui n'aurait point de pays particulier, qui ne serait ni française, ni portugaise, ni italienne, ni russe, ni tartare, ni turque, ni persane, ni indienne, ni chinoise, ni américaine,
ou plutôt qui serait à la fois toutes ces sociétés? Que serait-ce, oui? Qu'en résulterait-il pour ses mœurs, ses sciences, ses arts, sa poésie? Comment s'exprimeraient des passions ressenties à la fois à la manière des différents peuples dans les différents climats? Comment entrerait dans le langage cette confusion de besoins et d'images produits des divers soleils qui auraient éclairé une jeunesse, une virilité, une vieillesse commune? Ben oui, je peux lui répondre, hein, c'est l'anglicisation. Bon. Et quel serait ce langage? On y est en plein dedans. Hein. De la fusion de sociétés résultera-t-il un idiome universel? Oui, le globish. Hein. Ou bien y aura-t-il un dialecte de transaction servant à l'usage journalier tandis que chaque nation parlerait sa propre langue? Ou bien les langues diverses seraient-elles entendues, c'est-à-dire comprises de tous? Sous quelles règles semblables, sous quelle loi unique existerait cette société? Comment trouver place sur une terre agrandie par la puissance d'ubiquité et rétrécie par les petites proportions d'un globe fouillé partout? Vous voyez, il préfigure Valéry, le temps du monde fini, le globe fouillé partout, il n'y a plus rien à découvrir. Voilà. Eh bien, sa dernière phrase, si un tel monde existait, il ne resterait plus qu'à demander à la science le moyen de changer de planète. Voilà la conclusion de Chateaubriand. Voilà, merci beaucoup. Je remercie M. Gollnisch pour cette brillante conférence, aussi pleine d'attentes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont évocatrices pour nous. Je lui ferai quand même un petit reproche au sujet du traité d'Utrecht, puisque le traité d'Utrecht a obligé l'héritier, le petit-fils de Louis XIV, à des renonciations qui sont parfaitement illégales, et donc les Bourbons d'Outre-Pyrénées restent dynastes, et l'aîné des Bourbons, Monseigneur Louis, porte le titre de duc d'Anjou. Donc c'était un traité nul. On a fait ce traité d'ailleurs simplement parce que Français et Anglais en avaient assez de la guerre. On a dit on fait le traité, on va signer ça, ça n'a aucune valeur. Maintenant, on verra si jamais le problème se pose, puisqu'il fallait quand même que la branche royale soit éteinte, or ça n'a eu lieu qu'en 1883. Bien si le problème se pose, on verra qui est le plus fort. Si c'est les Français, ben, ils reviendront dessus. Si c'est les Anglais, on imposera la règle. Voilà. Mais juste, à part ce petit bémol de l'historien du droit un petit peu terre à terre, pour le reste, j'ai trouvé votre conférence tout à fait passionnante, et elle me rappelle le mot de mon maître, Charles Maurras, qui disait de toutes les libertés humaines, la plus douce est la défense de la patrie. Et je crois que vous nous avez appelé à la défense de la souveraineté, et je crois que c'est une chose essentielle. Donc, nous allons peut-être laisser demander au public s'il y a quelques questions ou remarques. Questions, objections. Chateaubriand a été ministre des Affaires étrangères. Oui. Vers 1824, je crois, à peu près, pendant un an et demi. Votre mémoire est meilleure que la mienne, oui. Ça n'a pas très bien marché, oui. Oui. Alors, je ne sais pas si c'était sous Charles X ou... Je crois que c'est sous Louis XVIII. Louis XVIII. Oui, oui. Ça s'est mal passé. Et il a fini par être congédié. Je crois qu'il en a conçu beaucoup d'amertume. Il a fait la contre-opposition après ça. Et il est allé dans l'opposition ensuite. Oui. Et pour revenir après le renversement de Charles X, voilà, au regret de la monarchie légitime. Et il y a un discours admirable. Il est pair de France, quand même, à la Chambre des pairs, dont le Sénat est l'héritier, puisque c'était aussi au Palais du Luxembourg. D'ailleurs, si vous allez visiter le Sénat, vous verrez qu'il y a tous les souvenirs de la Chambre des pairs, un discours, parce qu'on lui demande de prêter serment à Louis-Philippe, donc la branche d'Orléans. Et alors, il a un superbe discours, il dit, écoutez, il y a des gens qui ont prêté serment ici, en 1789 à la monarchie constitutionnelle, en 1792 à la République unie indivisible, au Directoire en 5 personnes, au Consulat en 3, à l'Empire, à la Restauration, etc. Moi, je suis désolé, je ne suis pas assez riche de serments pour pouvoir... Et sur cet admirable discours où il stigmatise évidemment l'opportunisme de tous ses collègues et de tous ceux qui ont navigué entre des régimes différents, à chaque fois en se parjurant, il quitte la Chambre des pairs. Ce jour... par exemple. Comment ? Il a été un Talleyrand. Il a été ministre sous de nombreux régimes.
Ah oui, il a été sous tous les régimes, effectivement. Il a d'abord été évêque, et ensuite il a joué un rôle politique pendant la Révolution, et après il a changé à chaque fois. Tout à fait. Il a d'ailleurs dit qu'il n'avait jamais abandonné un régime qui ne s'était pas abandonné auparavant. Sinon, l'histoire des serments me rappelle, je ne sais plus qui avait dit aussi, qu'on voyait la longévité d'un homme, comme pour les cerfs, on voit le nombre de leur bois, et bien là c'est au nombre de leurs serments que l'on comptait la longévité politique. Voilà. Y a-t-il des questions ou des objections? Il y avait une question ici. Oui, je vous en prie. C'est un peu par rapport à l'actualité. Je vous en prie, C'est un peu par rapport à l'actualité, j'allais dire, mondiale actuellement. Oui. Je me demande, avec ce qui se passe avec la Russie, est-ce que ça ne gêne pas un peu le plan des mondialistes? Parce que les alliances basculent. Eh bien, c'est une très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée, comme disent les politiques quand ils sont embarrassés. Mais je ne crois pas. Je pense malheureusement l'inverse. Il est bien évident, mais je tiendrai une réunion de la Société française de géopolitique dont je suis président, je vous convie d'ailleurs si vous le souhaitez, ce sera au restaurant Le Bourmont en face de l'Assemblée nationale, à la hauteur du 126 rue de l'Université, c'est juste en face, hein. 1 place du Palais Bourbon, je crois à 18h30, la Société française de géopolitique. Sur ce thème-là, on aura 2 intervenants de grande qualité, c'est pas moi qui parle. Bon, mais je vais vous donner mon sentiment que j'ai exprimé dans un article du journal Présent, où j'ai écrit, et pourtant je suis un homme qui a eu beaucoup de sympathie pour la Russie. Monsieur Bousco a parlé de mon arrière-grand-père qui avait résolu l'affaire Schneebele, c'est-à-dire éviter une guerre prématurée avec l'Allemagne quand la France n'était pas prête, dans les années 1886 ou quelque chose comme ça, mais il a aussi été surtout l'initiateur de l'alliance franco-russe. J'ai beaucoup de souvenirs d'objets dont le tsar lui a fait cadeau, etc., chez moi. Et j'ai plaidé pendant très longtemps pour une meilleure entente avec la Russie. Et il est certain que on ne peut pas se contenter de jugements sommaires sur cette affaire, et que malheureusement, le monde occidental a tout fait pour qu'on en arrive à cette situation conflictuelle. Ceci étant dit, j'ai intitulé mon article « Pire qu'un crime, une faute », justement une expression que j'ai empruntée à Talleyrand, qui avait eu cette expression après l'exécution du duc d'Enghien. Bon. Pire qu'un crime, une faute. Faute de Poutine. Pourquoi? Parce que l'OTAN était, comme l'avait dit le président Macron, en état de mort cérébrale. Bon, il fallait l'achever. Là, dans les 3 jours de l'intervention militaire russe en Ukraine, qui peut avoir des raisons. C'est vrai que l'OTAN était sortie de son rôle, c'est vrai que l'OTAN s'approchait dangereusement, c'est vrai qu'on a violé les engagements verbaux qu'on avait pris avec la Russie de ne pas étendre l'OTAN alors qu'ils avaient dissous le pacte de Varsovie, etc. Mais dans les 3 jours de l'invasion ukrainienne, il est évident que Poutine a redonné à l'OTAN sa légitimité, et maintenant on voit des pays neutres, historiquement, comme la Suède, comme la Finlande, etc., se précipiter pour y adhérer. Ça, c'est la première chose. Bon, deuxième chose, il ne voulait pas de l'Union européenne, il considère, à juste titre, que l'influence de l'Union ou des prétendues valeurs de l'Europe sont des valeurs délétères d'une décadence qui s'exporte, et qui s'exporte à coup de subventions, etc., parce que quand la Hongrie refuse, ou la Pologne refuse l'avortement, ou la Hongrie refuse l'immigration massive, on leur dit attention, on va vous couper les vivres, on va vous couper l'argent. Bon. Et donc, la critique de l'Union européenne ou de la décadence occidentale, elle est juste, bien sûr. Mais là aussi, l'Union européenne tenait l'Ukraine, malgré tout, un peu à distance avec une gaffe, en disant, écoutez, chers amis, avant d'adhérer, s'il vous plaît, vous assimilez la pile de règlements qui est là, hein, vous transcrivez tout ça dans votre économie, puis on verra après. Voilà, on vous aime beaucoup, soyez de bons élèves, on se revoit l'année prochaine, etc. C'était ça. Bon, là, avec cette affaire, on tend les bras à l'Ukraine, et non seulement à l'Ukraine, mais à la Moldavie.
bon, bien demain à l'Albanie, que sais-je encore, bon. Et donc, voilà. Et troisième chose, il ne voulait pas d'une nation hostile sur son flanc sud-ouest. Et la plupart des Ukrainiens n'étaient pas farouchement hostiles aux Russes. Mais je crains qu'avec cette affaire, beaucoup ne le soient définitivement devenus. Par conséquent, quel que soit le résultat de cette opération militaire, dès les 3 premiers jours, dans les faits et par réaction, il a plutôt conforté le système qu'il ne le combat efficacement. À mon avis personnel, je vous donne une opinion. Il s'apprêtait à installer des bases de missiles en Ukraine aux portes de la Russie. Oui, oui, mais ça, c'est l'argument. Mais c'est vrai, on dit Poutine, c'est Hitler. Non, c'est pas Hitler, c'est Kennedy. C'est Kennedy au moment de l'affaire de Cuba. Oui, bien sûr. Oui, mais ceci étant, personne ne pense sérieusement qu'on préparait une base pour agresser la Russie. Il faut quand même être raisonnable. Bon, personne n'aurait pris la responsabilité, tout d'un coup, comme ça, par plaisir, de déclencher une guerre contre la Russie. Il y a une question ici. Moi, en 91, il rêvait de dépecer la Russie, quand même. Comment ? À la chute de l'Union soviétique, en 91, il rêvait de dépecer la Russie et de se partager les morceaux. Non, mais il rêvait peut-être, mais c'est resté à l'état de rêve de quelques idéologues américains voilà, c'est resté purement à l'état de rêve. Ça n'a eu aucune espèce de réalisation. Le problème, c'est que théoriquement, l'Union soviétique était une république, une confédération même, puisqu'elle reconnaissait le droit de sécession. Bon, dans les frontières soviétiques, d'ailleurs, c'est ce qui ressort d'ailleurs des discours de Poutine, etc. Bon, quand le système communiste s'est effondré, les différentes républiques ont repris leur liberté. Bon, voilà, ils sont devenus des États souverains. Mais c'est si vrai que l'Ukraine, même sous l'Union soviétique, elle avait un siège aux Nations Unies en 1945. Et qu'elle a conservé, alors qu'elle était totalement... c'était le KGB, c'était le Comintern. Bon, et quand l'Ukraine devient indépendante, quand même, il faut se souvenir de ça, c'est que l'Ukraine avait l'arme atomique. Il y avait une partie de l'arsenal atomique soviétique qui était en Ukraine. L'Ukraine a accepté de le rendre à la Russie, moyennant une confirmation par la Russie de la reconnaissance de ses frontières. Si l'Ukraine avait gardé son arsenal atomique, je pense que les choses actuelles seraient différentes. Je ne dis pas qu'elles seraient mieux, je dis qu'elles seraient différentes. Pardon, vous aviez une question, monsieur? Oui, oui, merci, monsieur, pour votre conférence, c'était très intéressant. Et vous avez parlé de l'Union européenne, vous avez mentionné l'avortement. Vous avez été au Front National pendant longtemps, je ne sais pas si vous y êtes encore. Oui, au Rassemblement National, oui. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la position un peu changeante du Rassemblement National sur l'Union Européenne et sur le fait que c'est un parti qui est très électeur sur l'avortement? Alors, ça fait 2 questions. Alors, premièrement, sur l'Union Européenne, c'est pas si changeant qu'on a bien voulu le dire. Parce que pour des raisons... quand même, il faut être juste, pour des raisons de propagande, etc., on a dit, et aussi c'était aussi à cause de l'influence de Florian Philippot, ils veulent sortir de l'Europe, Le discours officiel, c'était pas tout à fait ça, mais c'est ce que les médias répandaient pour faire peur au bon peuple, etc., qui se dit qu'après tout, l'Europe... passez-moi l'expression, je vais être grossier, si on peut arrêter de se foutre sur la gueule avec les Allemands, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, c'est le thème de l'Europe, facteur de paix, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, le thème, c'était pas ça. Ça a toujours été, je suis bien placé pour le savoir, nous renégocierons les traités. Alors, à quoi certains objectèrent, oui, mais c'est pas possible de renégocier les traités, ça marchera jamais. Pas vrai du tout. Surtout après le Brexit, l'Union européenne ne pouvait pas se permettre de perdre la France. Et si la France menaçait de claquer la porte, comme De Gaulle a menacé, a fait la fameuse politique de la chaise vide, dans je ne sais plus quelle année, qui a abouti au compromis de Luxembourg, De Gaulle avait bloqué quand même ces évolutions qui ne lui convenaient pas, en disant « je ne joue plus le jeu ». Ah bon, ah oui, bon, d'accord, bon, on discute. Voilà. On aurait parfaitement on peut encore parfaitement renégocier les traités et dire, par exemple, c'est fini de la boulimie législative.
on veut bien continuer, mais par projet. Et ce qu'on disait en revanche, c'est que si cette renégociation échouait, alors on claquerait la porte. Donc c'était pas une sortie brutale de l'Union européenne. Bon, donc c'est toujours la doctrine aujourd'hui. D'ailleurs, vous voyez, ils viennent de publier un truc, colloque, Union européenne, un empire contre les nations. Hein, j'ai lu ça, j'ai pas trouvé d'informations nouvelles par rapport à ce que je connaissais. Mais enfin, j'en ai trouvé en tout cas la confirmation. Bon. Donc, on ne peut pas dire que leur politique a changé. En revanche, la constitutionnalisation de l'avortement qu'ont voté, pas tous, mais une partie des députés RN à l'Assemblée, je suis consterné de cela. Mais ça, vous pouvez l'enregistrer puis le diffuser, hein, ça ne me gêne pas du tout. Je suis absolument consterné, c'est une faute sur le plan politique, sur le plan moral, sur le plan législatif, etc. Parce que, d'abord, premièrement, la Constitution n'est pas faite pour sanctuariser une loi. Sinon, voilà, elle est déjà chargée comme une barque, la pauvre Constitution. Quand vous pensez, par exemple, le Japon, pays que je connais bien, il a connu 2 constitutions. Une en 1889, constitution de Meiji, un peu sur le modèle de l'Allemagne, de la Prusse, bon. Et puis, après la défaite, constitution de 1946. La constitution de 1946, elle est toujours en vigueur, donc depuis, 70, 80, je ne suis pas doué en calcul mental. Bon. Bref, elle n'a pas été révisée une seule fois. Notre constitution date de 12 ans plus tard, par rapport au Japon, 58, elle a déjà été révisée 20 fois. Un truc de fou. Et on s'aperçoit que les révisions sont souvent calamiteuses, d'ailleurs. Bon. Bref. Donc... la Constitution, c'est pas fait pour sanctuariser une loi. Deuxièmement, même en mettant quelque chose dans la Constitution, parce qu'on m'a dit, enfin au Rassemblement national, oui, mais si on met la loi Veil dans la Constitution, ça empêchera de faire des lois qui vont plus loin que la loi Veil. Ça n'aurait rien empêché du tout, évidemment. Bon, premièrement, c'est tout à fait absurde comme argument. Enfin, totalement fallacieux. Troisièmement, c'est extrêmement grave parce qu'on part de ce qui était une tolérance, bon, alors contestable, condamnable, tout ce qu'on veut, bon, on part de tolérance, en le mettant dans la Constitution, on en fait un principe de la République, c'est-à-dire que dans un pays qui connaît un terrible déficit démographique qui n'est masqué que par l'immigration massive, etc., où on va ériger en valeur de la République l'élimination des enfants à naître. Enfin, je dirais, même indépendamment du point de vue spirituel, moral, qui peut être celui non seulement des catholiques, mais de toutes les religions, c'est une absurdité politique totale. Donc je suis opposé. Je félicite ceux des députés qui ont eu le courage de voter contre cette constitutionnalisation. Si je puis ajouter une particularité sur ce point, oui, c'est que la constitutionnalisation serait très grave car c'est une menace pour la clause de conscience des médecins. Bien sûr. Les médecins qui refusent sont menacés. Alors, oui, soit que ça devienne un droit européen, comme le veut aussi Macron, ou que ça devienne un point constitutionnel. Bien dans sûr. Les deux cas, c'est extrêmement grave. C'est le but d'ailleurs. C'est le but, bien sûr. Ce n'est pas uniquement en l'air. Hein, c'est pas bien une affirmation en disant des affirmations. Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qui pourrait avoir une traduction pratique extrêmement dangereuse. Tout à fait. Alors, il y a déjà eu des prémices à ce sujet-là. Oui, oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Dernière question ici. 2 questions. Après, on va discuter après à table. Une en deux. Oui. Oui, merci déjà beaucoup pour votre présence ici. Je vous en prie. Je vous retourne le compliment. Merci beaucoup pour votre présence ici à tous. Je me sens distant du RN depuis un certain temps pour des déclarations de Jordan Bardella sur le conflit ukrainien-russe, russo-ukrainien.
Et je me demandais quelle nuance on aurait pu apporter à ces déclarations, peut-être. Eh bien, écoutez, je viens d'en formuler quelques-unes, hein, me semble-t-il. Hein. Je viens d'en formuler quelques-unes, ces nuances. C'est un sujet extrêmement difficile parce que des patriotes sincères, qui ont, même ayant des principes communs, peuvent aboutir quelquefois à des positions radicalement opposées, si du moins on ne prend pas tous les éléments du problème en compte. Moi, je dis que il faut prendre en compte, par exemple, le fait que l'Occident en général et les États-Unis en particulier ont tout fait pour en arriver à cette situation. Vous voyez, donc j'exprime une position nuancée, mais j'exprime néanmoins que Poutine a fait quelque chose de très grave en déclenchant cette opération militaire. Vous avez des gens qui partagent nos sentiments, qui ont une sympathie pour l'Ukraine. Moi, je connais les nationalistes ukrainiens. Hein. Bon. Sympathie pour l'Ukraine, pays qui est longtemps martyrisé, agressé, etc. Bon, et d'autres qui ont de la sympathie pour la Russie en disant mais on voit bien que l'Ukraine c'était en l'occurrence pas le fer de lance, ce serait trop dire, mais enfin peut-être une étape avancée de la progression, de la subversion occidentale contre la civilisation russe, que sais-je encore. Donc des gens qui au départ ont des principes communs peuvent, en fonction de ce qu'ils connaissent ou de ce qu'ils apprécient de la situation, arriver à des conclusions différentes. C'est une question qu'il faut gérer. Je profite de ce que j'ai encore la parole pour 2 minutes. Oui. Je peux poser 2 questions? Non, une seule et rapide. Rapide, d'accord. Après à table, à dîner. Oui, c'était clos, hein, c'était terminé. Après à table. Japon. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez de sa perte d'indépendance, enfin sa dépendance plutôt par rapport aux États-Unis? Et que... j'en pense beaucoup de choses. J'en pense beaucoup de choses. Ce serait un peu long. Mais enfin, je vais essayer d'être bref. Premièrement, ils ont été plutôt contents que l'occupation américaine se soit pas trop mal passée. Si on compare à ce qu'était l'occupation japonaise dans les pays qu'ils ont occupés au début de la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, il n'y a pas eu de viol de masse, il y a de meurtres, d'assassinats. Bon, il y a eu l'équivalent d'un procès de Nuremberg. Bon, et du coup, il y a eu une espèce d'engouement, notamment de la jeunesse aussi pour, je sais pas, pour l'Europe, pour toute la civilisation, si on peut parler de civilisation, mais enfin américaine, quoi, occidentale. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le Japon a utilisé, consciemment ou non, la bonne technique du judo. Quand on est le plus faible, utiliser le mouvement de l'adversaire pour le faire passer dessus son épaule. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un pays totalement ruiné. Toutes les villes japonaises avaient été rasées, et pas seulement Hiroshima et Nagasaki. Il y a eu pire que Hiroshima et Nagasaki à Tokyo, à Osaka, à Kobe, etc. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le mouvement de l'adversaire. On lui demandait d'être pacifiste. Oh ben, on va être bons élèves. Regardez monsieur MacArthur. On a fait un projet de constitution, article 9. On est maintenant pour la paix. Mais pour vous montrer qu'on est pour la paix, on s'interdit même la possession de forces armées. Ça va? Ah oui, c'est bien. Bon. Et après ça, les Japonais ont fait payer leur défense par leurs vainqueurs. Contre le communisme, tout ça, la politique. Parce qu'après, les Américains se sont rendus compte que le vrai danger, c'est le communisme, en Corée, etc. Alors ils demandent au Japon de réarmer pour les aider dans leur politique dite de containment, pour contenir la poussée communiste. Les Japonais disent, ah, on s'excuse, monsieur, on s'excuse, mais on a un article 9 de la Constitution, on n'a pas le droit d'avoir une armée. Alors, pendant 50 ans, 40 ans, ils ont fait payer leur défense par leurs vainqueurs. Pendant ce temps-là, l'avantage comparatif, ils l'ont utilisé sur le plan industriel, etc. Ils sont devenus la 3e puissance économique du monde. Bon. Mais c'est vrai que ce géant économique est devenu et resté un nain diplomatique, enfin, sur la scène internationale. Ceci étant, c'est difficile, hein, parce que même la Corée du Nord, le camarade Kim Jong-un, il peut raser sa bombe atomique, elle est incapable d'atteindre la Californie, a fortiori New York ou Washington.
hommes, mais elle peut très bien raser Tokyo ou Osaka demain. Bon, par conséquent, ils sont encore très contents d'avoir le parapluie américain qui représente, de leur point de vue, une garantie. Ceci étant, je connais des hommes politiques japonais, il y en a même un pour lequel j'ai fait campagne, je peux vous montrer, mais en photo, en vidéo, je connais des hommes politiques japonais qui prônent une plus grande indépendance à l'égard des États-Unis d'Amérique. Voilà. Ils ne supportent plus, certains Japonais, qu'il y a encore des bases américaines. Oui, absolument, absolument. Votre deuxième question après, absolument. En particulier. Absolument. Alors, excusez-moi, Oui, je me suis permis d'apporter une brochure de propagande, Bruno Gollnisch, sa vie, son œuvre, à lire le soir avant de s'endormir. Excellent. Bon, si vous voulez, hein, servez-vous. Bon. Et alors ça, je vous demande seulement pour les juristes, les étudiants en droit ou les juristes confirmés, avocats ou autres. Voilà. Sinon, les autres, ça leur servira pas à grand-chose. Ne l'emportez pas comme souvenir parce que ça a quand même un coût. Un modeste ouvrage, les 1000 principaux termes du droit, un lexique des termes juridiques et du droit et des relations internationales, en français, anglais, allemand, japonais, russe et latin. Voilà. Et qui est consultable, je vous rassure, depuis n'importe quelle langue. On commence par l'ouvrir. Par exemple, FR, c'est français. Vous avez la liste alphabétique de tous les termes en français. Ça renvoie à, vous avez un numéro, ça renvoie à la deuxième partie, et dans la deuxième partie, vous ne trouvez pas d'explication. Vous trouvez exclusivement les équivalents, toujours dans le même ordre et toujours dans la même graphie, le français, l'anglais en caractère anglais, l'allemand en caractère qui rappelle le gothique, le japonais, on n'a pas besoin de deviner, le russe non plus, et le latin dans des caractères qui rappellent l'épigraphie latine. Donc pour les juristes, servez-vous, ceux qui ont des enfants ou des frères ou sœurs étudiants en droit. Voilà, c'est gratos. Merci beaucoup de votre bienveillante attention. Voilà, la parole à mon adjoint. Juste un petit mot, donc la parole à Mathieu Veuillet qui a organisé cette réunion, d'ailleurs que je remercie parce que c'est lui qui s'est occupé des aspects matériels de cette réunion. Civitas vient de lancer une milice priante parce que nous sommes un mouvement catholique et je pense que la prière est aussi nécessaire. Donc il y a des tracts qui sont disponibles pour vous expliquer cette milice, qui s'appelle la milice Saint-Michel, et dont nous organiserons une inauguration officielle le 29 septembre en cette fête. Voilà, et nous allons pouvoir passer à table.